a assisté à un basculement, et ce basculement s'est fait très rapidement. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant dans la presse française, et qui est pratiquement unique au monde, c'est que ça s'est fait dans les années 90, dans les années 2000, c'est-à-dire en moins de 20 ans. En moins de 20 ans, en gros, toute la presse nationale, Libération, Le Figaro, Les Échos, Le Monde, évidemment, La Tribune, bien entendu, toute cette presse-là, Le Point, Les Inrecuptibles, le Télérama, etc., toute cette presse-là a basculé dans les mains de quelques hommes qui sont... c'est extraordinaire, parce que c'est même pas les 200 familles de l'avant-guerre. Hein, il n'y a pas de genre dans la pièce qui remonte à l'avant-guerre, donc malgré tout, c'est quelque chose que nous, on n'a pas connu. Donc c'est pas les 200 familles, c'est les 10 familles. Et c'est une situation qui est pratiquement unique au monde, c'est-à-dire qu'on a une presse qui est contrôlée par un tout petit secteur du capitalisme français. Ce tout petit secteur du capitalisme français a évidemment des intérêts qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas l'intérêt d'une information libre, honnête, objective, diversifiée, variée, indépendante et de qualité. C'est même exactement le contraire qui s'est passé. C'est ce sur quoi j'ai voulu m'interroger. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on est passé comme ça d'une situation de journaux qui nous appartenaient à une situation de journaux qui appartiennent à ces grands capitalistes qui vont non seulement avoir d'autres intérêts, mais qui vont d'une certaine manière nous serrer le kiki. Alors, évidemment, la première erreur qu'on a faite collectivement, c'est de ne pas tenir assez compte des lecteurs. La presse française, globalement, est une presse qui est assez loin de ses lecteurs, qui est assez loin de la manière dont on peut accompagner les évolutions des lecteurs. Non seulement on n'a pas tenu compte des évolutions des lecteurs, mais si vous voulez, on a mythifié le lecteur comme agent publicitaire. Et donc, au fond, le lecteur comptait plus comme personne marketing, ciblée, CSP+, si possible, évidemment, parce que les CSP- sont nettement moins intéressants, CSP+, et donc on a transformé nos journaux en support publicitaire. Deuxièmement, en se souciant assez peu des lecteurs, on a très peu travaillé ce qui est l'essentiel pour un journal. Qu'est-ce qui fait un journal? C'est à la fois le fait de publier tous les jours, bien entendu, et c'est le fait de pouvoir être acheté tous les jours. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui, et sauf depuis 23 jours, depuis la rentrée de septembre 2012, c'est-à-dire depuis 5 mois. Les éditeurs, les patrons, pour des raisons totalement stratégiques, ont négligé à la fois les lecteurs et ont bridé les rédactions. Alors, je vais revenir sur ces deux items, et puis après, évidemment, on pourra échanger ensemble et développer tout ça. Premier item, étrangler les rédactions. Ça peut paraître paradoxal, et c'est même pour moi un paradoxe quand même majeur, quand on compare la presse française à la presse américaine, à la presse allemande, à la presse même italienne, on s'aperçoit que la presse française a été, ces 20 dernières années, au fur et à mesure de sa prise de contrôle par les grands capitalistes, totalement sous-investie. Ils ont fait dans la presse exactement le contraire de ce qu'ils ont fait dans les autres secteurs industriels. Je vais vous prendre un exemple très simple, puisque c'est un exemple que j'ai vécu, c'est l'exemple de Bernard Arnault, propriétaire de La Tribune, qu'il a acheté comme une vieille chaussette en 2007, et qui est maintenant propriétaire des Échos. On peut penser ce qu'on veut de l'industrie du luxe, on peut penser ce qu'on veut de Bernard Arnault. Quand Bernard Arnault rachète Dior, il investit à l'époque des centaines de millions de francs. Il relance les usines, il rouvre des boutiques, il engage des stylistes à prix d'or, il alimente les gazettes avec les frasques des stylistes, il en fait des personnages people, c'est-à-dire des créatures pour une certaine forme de presse. Bref, il investit. Évidemment, de cet investissement, il va gagner de l'argent, et même beaucoup d'argent, il va devenir très 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 riche, puisque, je vous le rappelle, c'est aujourd'hui l'homme le plus riche, on va dire d'Europe, puisqu'on ne sait plus très bien s'il est en France ou en Belgique. En tout cas, on sait que son argent n'est plus en France, et qu'il a basculé son argent en Belgique en moins de 2 ans, ce qui est quand même un phénomène aussi totalement extraordinaire. Et donc, Bernard Arnault, quand il est arrivé à La Tribune, et puis plus tard, quand il est arrivé aux Échos, il a fait exactement le contraire. Il n'a pas investi, il a désinvesti. Des dizaines de départs à La Tribune, des dizaines de départs aux Échos qui n'ont pas été remplacés. Moins de moyens pour la rédaction. Je racontais une anecdote qui n'est pas dans mon bouquin, mais qui est très intéressante. Quand ils sont arrivés à La Tribune, ces gens-là, en 96, à l'époque, La Tribune qui se voulait, et Jean-Jacques a travaillé à La Tribune, moi j'ai travaillé à La Tribune, l'idée de La Tribune, c'était de ne pas faire le journal des patrons, on considérait que les Échos c'était le journal des patrons, mais de faire le journal de l'économie. Et donc La Tribune avait décidé d'investir beaucoup dans ses moyens à l'étranger. Donc nous avions 2 correspondants aux États-Unis, un à New York et un à Washington, et nous avions 2 correspondants à Bruxelles,
puisqu'évidemment l'actualité de l'Europe était très importante pour rejoindre l'économie. Première réunion dont je me souviendrai toute ma vie, avec une partie de la rédaction en chef et les contrôleurs de gestion de LVMH, qui était dirigée par une femme qu'on avait aimablement appelée au bout de quelques semaines la gestapiste, puisque c'était son comportement quotidien à l'égard de la rédaction, mais qui nous dit « Mais pourquoi vous avez 2 journalistes à Bruxelles ?» Donc, le directeur de rédaction de l'époque, qui s'appelait Jacques Jublin, a expliqué, mais vous savez, on fait tant de pages par jour sur Bruxelles, il y a beaucoup de secteurs, il y a le Parlement, il y a la Commission, il y a les commissions, il y a les lobbies, il y a etc. Donc on a besoin, pour alimenter le journal, d'avoir de correspondants. Première décision, on supprime le correspondant à Bruxelles. C'est-à-dire qu'évidemment, on a gardé le salarié, on a viré le pigiste. Deuxième décision, on ferme le bureau de Washington, mais ça n'a aucune importance. Le gars de New York, il prendra l'avion, il ira à Washington. C'est pas loin. Ben évidemment, mais pendant qu'il va à Washington, il ne va plus à New York. Donc ça, ils l'ont fait à la Tribune. Et ça a été ce phénomène-là, le début de la fin pour nous à la Tribune. Ça a eu quelques années, et on a été pris dans la bataille entre Pinault et Arnaud, qui était cette célèbre bataille boursière pour le contrôle de Gucci, dont vous vous souvenez certainement, entre 1998 et 2002. Et de fait, la volonté d'Arnaud n'était pas tant de développer le journal que de le mettre au service de ses intérêts. Et ses intérêts étaient évidemment la guerre contre Pinault. Alors, vous avez tous de l'expérience, et il y a beaucoup de journalistes confirmés dans cette pièce, je le vois, donc vous savez tous comment ça se passe, c'est jamais direct, c'est toujours indirect. À la Tribune, c'est devenu direct. C'est-à-dire qu'à la Tribune, les chargés de communication du groupe LVMH et autour du groupe LVMH, parce que ces gens-là emploient beaucoup de monde, chargé de mission, chargé de communication, directeur de ceci, directeur des relations publiques, agent d'influence, etc., ben, petit à petit, ils ont soumis la direction de la rédaction, Philippe Budry en l'occurrence, qui est maintenant patron de l'UGFI, à une pression permanente pour relire tous les papiers qui traitaient de la guerre entre Pinault et Arnaud pour le contrôle de Gucci, et d'une manière générale de tous les papiers qui pouvaient impliquer des intérêts de LVMH. Et tous ces papiers, ils étaient évidemment très nombreux, puisque LVMH avait des intérêts tout à fait diversifiés dans l'industrie du parfum, dans l'industrie du luxe, dans la distribution, etc., 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 etc. Et donc, petit à petit, cette prise de contrôle nous a amené à rétrécir le périmètre mental. À Libération, c'est un autre phénomène, et au Monde, c'est un autre phénomène, mais qui a conduit à la même chose.